La plus ancienne énigme de l'humanité. Bonjour chers explorateurs de l'étrange, nous nous tenons aux portes de l'inconnu pour commencer un voyage hors du temps, à la découverte d'une des plus anciennes énigmes de l'humanité, l'Hyperborée, le paradis perdu au-delà des glaces. À l'aube de notre existence, bien avant les civilisations que nous connaissons, existait un monde, une terre, un peuple hors du commun. Les Hyperboréens. Des êtres d'une beauté sidérante, translucide, presque céleste. La première humanité, pas encore totalement incarnée, qui vivait en harmonie avec l'univers, sans connaître ni la mort ni la maladie. Comment est-ce possible, vous demandez-vous? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Là, où les cartes se terminent et où les explorateurs n'osent plus s'aventurer, commence notre odyssée. Ce récit nous promet des révélations, des témoignages inédits, des preuves archéologiques et des découvertes qui ébranleront nos croyances les plus profondes. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur nos origines? Restez jusqu'à la fin, car chaque minute de ce documentaire vous rapprochera d'une vérité oubliée, d'une histoire effacée. Installez-vous confortablement, parce que ce voyage sera tout sauf ordinaire. Chers aventuriers de l'inconnu, que la quête commence. La légende des Hyperboréens. Dans le vaste panthéon des peuples mystérieux de l'Antiquité, les Hyperboréens occupent une place d'honneur. Leur nom, riche de sens, nous transporte dans des contrées où le froid glacial du Nord règne en maître. Car, Hyperborée, dans son essence, désigne ceux qui résident au-delà des souffles gelés de Borée, le dieu du vent du Nord. L'histoire des Hyperboréens remonte loin dans le temps, jusqu'au 8e siècle avant notre ère. C'est dans un ouvrage ancien, nommé « Les Épigones », que leur mention apparaît pour la première fois. Mais qu'est-ce que les Épigones? Il s'agit d'un récit épique, centré sur la génération qui a succédé aux Seth contre Thèbes, des héros emblématiques de la mythologie grecque. Hésiode, quant à lui, est une autre figure incontournable qui a évoqué les Hyperboréens. Un poète de grande renommée, Hésiode est souvent considéré comme l'une des voix fondatrices de la littérature occidentale. Artisan des mots, Hésiode a légué à l'humanité des œuvres immortelles comme la Théogonie, une épopée décrivant la naissance des dieux. C'est à travers ses écrits que nous pénétrons plus profondément dans l'univers mystique des Hyperboréens. Aristée de Proconèse, une figure marquante de l'Antiquité autour de 600 avant Jésus-Christ, nous introduit à ces êtres d'exception. Situé dans une lointaine contrée, Aristée évoquait ce peuple vivant aux confins septentrionaux du monde connu, là où la carte ancienne finissait et où le mystère commençait. Là-bas, se trouve leur patrie resplendissante, l'Hyperborée. Il s'agit d'un territoire presque surnaturel, une terre idyllique où le soleil ne se couche jamais, illuminant sans cesse de ses rayons d'or un paysage de perfection. Mais cette terre n'était pas seulement baignée d'une lumière éternelle. Diodore de Sicile, un historien vénéré de l'Antiquité, nous révèle une autre facette de cette mythologie. Il raconte qu'Apollon, le dieu du soleil et de la musique, choisissait l'Hyperborée comme refuge durant les froides saisons hivernales. Plus encore, cette terre bénie aurait vu naître Leto, la mère du dieu solaire, témoignant de la profonde connexion entre les dieux et ce lieu enchanté. L'attrait de Hyperborée ne se limitait pas aux dieux. Deux héros légendaires, Thésée et Persée, ont, selon les récits, foulé ce sol sacré. Thésée, le vaillant roi d'Athènes et le vainqueur du Minotaure, et Persée, le héros qui triompha de Méduse, auraient tous deux été captivés par l'appel de cette terre mythique et auraient entrepris des voyages pour rencontrer ces êtres translucides et mystérieux que sont les Hyperboréens. Ceux qui ont écrit sur les anciens mythes racontent que, dans les régions situées au-delà des Celtes, il y a dans l'océan une île au moins aussi grande que la Sicile.
Cette île est située au nord et habitée par les Hyperboréens, ainsi nommés parce qu'ils vivent au-delà de l'endroit d'où souffle le vent du nord. L'île est à la fois fertile et productrice de toutes sortes de cultures, et, comme elle jouit d'un climat exceptionnellement tempéré, elle produit 2 récoltes par an. Diodore de Sicile. Plongeons-nous davantage dans les récits de l'Antiquité, où la mystique Hyperborée et son cœur, Thulé, sont souvent évoqués comme le berceau originel de notre monde. Ces contrées lointaines ont inspiré une pléiade d'écrivains et de penseurs qui ont transmis leur vision à travers des œuvres intemporelles. Tout d'abord, le légendaire Homère, dont l'épopée d'Ulysse, l'Odyssée, a tracé les contours de la mythologie grecque et façonné notre compréhension des héros et des dieux. Ces chants pourraient receler des indices cachés sur cette terre mystérieuse. Ensuite, il y a le déjà mentionné Aristéa de Proconèse, qui, avec sa vision unique, nous a offert l'une des premières descriptions détaillées des Hyperboréens. Ces écrits sont une porte vers un monde dans lequel le mystère et le sacré se mêlent. Et, enfin, le dramaturge Eschyle, maître du théâtre tragique grec. Ces pièces, imprégnées de passion et de conflits divins, pourraient bien contenir des allusions à cette terre lointaine et à ses habitants énigmatiques. Continuant notre exploration des textes anciens qui chantent les louanges de l'Hyperborée, nous tombons sur un passage fascinant de Pline l'Ancien. Ce célèbre écrivain et naturaliste romain, connu pour sa curiosité insatiable, a consacré une partie du livre 4 de son imposante « Histoire naturelle » à ces terres mystérieuses. Il écrit « Derrière ces montagnes, bien au-delà des vents glacés de l'Aquilon, se trouve une nation bénie, les Hyperboréens. Les récits de leur longévité extraordinaire et de leur vie prospère abondent. Des légendes incroyables entourent cette région. Elle serait le lieu où se trouvent les gonds sur lesquels pivote le monde, la frontière ultime que parcourent les astres. Là-bas, le soleil offre une lumière ininterrompue pendant 6 mois, créant un jour qui dure une demi-année, avant de se cacher, non pas d'un équinoxe à l'autre comme certains pourraient le penser, mais il se lève une fois au solstice d'été et se couche au solstice d'hiver. C'est un endroit béni, jouissant d'un climat agréable, protégé de tout vent malfaisant. Cette description poétique nous donne un aperçu de la fascination que l'Hyperborée exerçait sur les esprits de l'Antiquité. Une terre de merveilles et de phénomènes célestes inexpliqués. Dans cette contrée merveilleuse, les habitants trouvent refuge au cœur des forêts denses et des bois vénérés comme sacrés. Ici, la vénération des divinités est une affaire, non seulement individuelle, mais aussi collective. Étonnamment, les conflits, si courants dans d'autres cultures, leur sont étrangers. De même, aucune maladie ne vient assombrir leur existence paisible. Ils connaissent une fin de vie singulière, lorsque la lassitude de l'existence les submerge, après une longue vie comblée et un dernier festin en son honneur, ils se dirigent vers un rocher emblématique pour plonger dans les profondeurs de la mer, considérant cette immersion finale comme le dernier repos le plus enviable. Il est fascinant de noter que certains anciens penseurs situaient ces êtres non pas en Europe, mais aux confins des côtes asiatiques, évoquant une similitude avec le peuple des Atakors, dont les coutumes et la localisation géographique ne semblent guère différer. Les Atakors sont un peuple semi-mythique, évoqué pour souligner la portée universelle des légendes d'êtres vivant dans des paradis lointains, libres de conflits et de maladies. Dans les écrits lointains de Pline, nous naviguons vers une terre d'énigmes, enveloppée de mythes et de mystères. Pline nous dépeint un tableau des Hyperboréens situé entre 2 mondes, entre le coucher du soleil des antipodes et le lever du soleil de notre propre horizon. Mais, cette idée est contredite par l'existence d'une mer immense qui sépare ces 2 réalités. Il est fascinant d'imaginer un peuple qui, dans un ballet synchronisé avec le cosmos, sème au lever du soleil, moissonne à son zénith et récolte les fruits de la nature au coucher du soleil. Et, pendant la longue nuit, il se retire dans des grottes pour se reposer, peut-être sous les constellations scintillantes. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là. Pline parle d'une coutume sacrée où les Hyperboréens envoyaient les premiers fruits de leur récolte à l'île de Délos, en l'honneur d'Apollon, un dieu qu'ils vénéraient grandement. Ces offrandes sacrées étaient transportées par des vierges, considérées avec le plus grand respect. Ces vierges voyageaient à travers les nations, portant avec elles la bénédiction des Hyperboréens. Cependant,
suite aux tragédies et aux trahisons, cette coutume noble a pris fin. Au lieu de cela, les offrandes étaient transmises d'une frontière à l'autre, telle une chaîne de foi et de dévotion, jusqu'à ce qu'elles atteignent finalement Délos. Pythéa le Massaliote, à la recherche d'Hyperborée. Dans le doux murmure des vagues de la Méditerranée, la ville de Massalia, aujourd'hui connue sous le nom de Marseille, fut autrefois une lumière brillante de la culture et du commerce. C'était un carrefour où l'Orient rencontrait l'Occident, où des marchandises précieuses étaient échangées et où naissaient des légendes. Parmi ces légendes se trouvait un homme, un explorateur audacieux et curieux, qui allait entreprendre un voyage qui défierait tout ce que le monde connu pensait possible. Cet homme était Pythéa le Massaliote. Pythéa, originaire de cette ville prospère, était bien plus qu'un simple voyageur. C'était un astronome, un géographe et un navigateur. Alors que ses contemporains étaient satisfaits des horizons familiers de la Méditerranée, Pythéa était attiré par l'inconnu, par les terres et les mers au-delà des cartes, par les mystères qui attendaient d'être révélés. Il avait entendu parler d'une terre, une région mystique appelée Hyperborée, où le soleil brillait pendant 6 mois d'affilée, où les habitants vivaient dans une harmonie presque divine. Poussé par la curiosité et le désir de vérité, Pythéa a entrepris un voyage audacieux pour trouver cette terre légendaire. Mais, qui était vraiment Pythéa? Certains disent qu'il était un rêveur, un conteur d'histoires, un homme qui embellissait ses récits pour impressionner ses auditeurs. D'autres soutiennent qu'il était un savant, un homme de science, dont les observations ont jeté les bases de la géographie et de la navigation moderne. Né à Massalia vers 380 avant Jésus-Christ, Pythéa fut l'élève du renommé mathématicien Eudoxe de Cnide. Sous son aile, Pythéa maîtrisa les méthodes de calcul pour mesurer la hauteur astrale, lui permettant ainsi de déterminer la latitude d'un point géographique. Avec une acuité qui étonnerait même les esprits les plus vifs de la Renaissance, il établit la latitude de Marseille avec une précision époustouflante. Malheureusement, le récit détaillé de ses voyages, qu'il entame vers 330 avant Jésus-Christ, ne nous est parvenu que par fragments. À son retour, il rédige 2 ouvrages majeurs, sur l'océan, traçant son parcours de Gade, actuel Cadix, jusqu'à la mystérieuse Thulé, et description de la Terre, relatant la seconde partie de son expédition vers la mer Baltique. Le destin tragique de ces textes est intimement lié aux flammes qui ont consumé la grande bibliothèque d'Alexandrie, emportant avec elles d'inestimables trésors. La postérité de Pythéa repose donc sur les écrits d'historiens et de géographes qui l'ont suivi. Strabon, écrivant plus de 3 siècles après lui, se montre particulièrement critique, accusant Pythéa de vantardise et de mensonges. Pourtant, l'étonnante précision de certains détails rapportés par Pythéa défie toute invention. Et, si son aventure était empreinte de récits de marins rencontrés en cours de route, elle demeure une source précieuse de connaissances. Des penseurs tels que Gassendi, Bougainville, Nansen et Churchill ont revisité et commenté ces récits. Depuis 1956, pas moins d'une dizaine d'ouvrages ont tenté de reconstituer son incroyable voyage. Ce que nous savons avec certitude, c'est que son voyage à la recherche d'Hyperborée est devenu une épopée, une quête qui a ouvert la porte à un monde d'aventures et de découvertes. Dans ce chapitre, nous suivrons les traces de Pythéa, naviguant à travers des mers inexplorées, affrontant des tempêtes et des monstres, et cherchant toujours la vérité derrière le mythe d'Hyperborée. Embarqué pour ce voyage épique, à la découverte d'un monde perdu et d'un homme dont la légende continue de nous inspirer aujourd'hui. Telle une ombre mystérieuse qui traverse le temps, Pythéa, cette figure emblématique marseillaise, embarque dans une aventure maritime qui marquera l'histoire. Qu'il ait été guidé par le désir des Phocéens ou par sa propre soif insatiable de découverte, Pythéa met le cap depuis Lacidon, la baie historique de Marseille. Accompagné, selon les rumeurs, par un cortège d'autres navires, son voyage suit les traces du Carthaginois Imilcon. Bien avant que l'audacieux Pythéa ne mette le cap vers les terres inexplorées, un autre marin carthaginois, Anon, osait franchir les imposantes colonnes d'Hercule pour s'aventurer le long des côtes africaines, en 465 avant notre ère. Pendant ce temps, dans une quête tout aussi audacieuse, Imilcon trace sa propre route, explorant ce que beaucoup ont appelé l'île sacrée,
aujourd'hui reconnue comme l'Angleterre, ainsi que la mystérieuse nation des Hibernes et l'île des Albions. Sa quête ne s'arrête pas là. Les Cassitérides, ou les îles de l'étain, tirent leur nom du mot grec cassitro, signifiant étain. Cependant, leur emplacement exact reste enveloppé dans le mystère, perdu à jamais dans les méandres de l'histoire. L'épopée d'Himilcon, une odyssée qui se distingue par sa bravoure, a été immortalisée par des érudits tels que Pline et Festus Avienus, ce dernier ayant dépeint le voyage dans ses fascinants Ora Maritima. Avec Gadai, l'actuel Cadix, comme point de départ, Himilcon et son équipage intrépide naviguent jusqu'au pays des Estrymnides, des îles réputées pour leurs trésors d'étain et de plomb. Mais, cette traversée n'est pas sans danger. L'océan, vaste et impétueux, abrite d'innombrables monstres, rendant chaque mille marine une épreuve de courage et de détermination. Retournons à notre héros marseillais, qui après plus de 130 ans de ses prédécesseurs, osa à entreprendre le même voyage, pour aller plus loin encore. Négociateur habile ou audacieux explorateur, Pythéa brave les eaux périlleuses près des colonnes d'Hercule, passant à proximité du majestueux cap Saint-Vincent, avant de jeter l'ancre à l'embouchure de la Loire. Étant donné le contrôle strict des Carthaginois sur le détroit de Gibraltar, certains murmurent qu'il aurait pu forcer ce passage ou négocier un droit de passage. D'autres avancent qu'il aurait peut-être emprunté une route terrestre pour atteindre l'embouchure de la Loire, pour ensuite se lancer à la mer depuis Corbillo, l'un des ports gaulois les plus proéminents. La brise marine guide alors notre aventurier jusqu'au cap Calbium, connu de nos jours comme la pointe du Finistère, où l'horizon lui dévoile l'île d'Ouessant. Son regard se tourne ensuite vers le nord, vers les côtes mystérieuses de la Grande-Bretagne. Cette terre, inexplorée et sauvage, l'appelle. Il y navigue, s'enfonce à l'intérieur, capturant chaque détail, chaque contour de cette contrée. Avec une précision presque prophétique, il identifie les trois piliers de cette île triangulaire, Belerium, Cantium et Orca. Étonnamment, sa cartographie évoque une distance de 1700 km séparant Massalia de la Grande-Bretagne, se trompant de seulement une centaine de kilomètres. Mais, ce qui étonne le plus, c'est sa capacité d'observation des marées et leur lien indéniable avec les phases lunaires. En s'aventurant plus loin, il découvre même des tribus qui révèlent les secrets de gisements d'étain. Naviguant vers le nord depuis la Grande-Bretagne, Pythéa, guidé par sa soif d'exploration, touche d'abord les mystérieuses îles Orcades. Poursuivant son périple, il aborde ensuite les lointaines îles Shetland. Son voyage le mène encore plus au nord où il découvre une terre inconnue qu'il nomme Thulé. Le nom, enveloppé de mystère, pourrait signifier limite, évoquant une mer gelée, ou même obscurité. Selon ses récits, cette terre énigmatique se situerait à environ 6 jours de navigation depuis la Grande-Bretagne, positionnée à une latitude de 66 degrés nord. L'ancien érudit Plutarque, dans ses écrits, évoque également une île lointaine nommée Ogygie, déjà mentionnée par le légendaire poète Homère comme une île très éloignée en mer. Sa localisation reste vague, décrite seulement comme étant à 5 jours de la Grande-Bretagne en naviguant vers l'ouest. Selon Plutarque, au-delà d'Ogygie, 3 autres îles se dessinent avant d'atteindre un vaste continent inexploré. Lors de son voyage, Pythéa est témoin d'un phénomène étrange et merveilleux, le soleil de minuit. Il décrit également une mer figée où les frontières entre l'air, la mer et la terre semblent s'effacer. Mais, où exactement se situe cette terre mystérieuse ? La côte ouest de la Norvège ? Le Jutland ? Les îles Féroé, l'Islande ou peut-être l'île Jan Mayen ? Cette énigme persiste encore de nos jours. Certains pensent même que Pythéa aurait emprunté ses récits à d'autres marins qu'il aurait croisés. Quoi qu'il en soit, persuadé d'avoir atteint les confins du monde navigable, Pythéa change de direction et met le cap sur la Baltique, attiré par la fameuse route de l'Ambre. Sans aucun doute, le périple de Pythéa demeure l'une des épopées les plus fascinantes. Son voyage, qui a façonné notre compréhension du monde antique, a été restitué grâce à un récit méticuleusement détaillé, fruit de ses observations et de ses découvertes. Il a mis les bases de quelques données scientifiques lors de son voyage audacieux. Ainsi, à travers ses écrits, Pythéa nous offre un aperçu précieux de la vie quotidienne des peuples qu'il qualifiait de barbares.
Il dépeint leurs traditions, leur mode de vie et leur interaction avec la nature environnante. Doté d'un sens aigu de l'observation, Pythia a soigneusement noté les latitudes tout au long de son voyage, fournissant des données cartographiques précieuses pour les générations futures. Dans une révélation étonnante, il établit le lien entre les phases lunaires et le comportement des marées, une découverte fondamentale pour la navigation. De plus, lors du solstice d'été, Pythia est témoin d'un phénomène céleste rare, le soleil de minuit, où le jour semble ne jamais finir. Ces cartes détaillées des côtes britanniques ont non seulement identifié cette île avec précision, mais ont également établi ses proportions à l'aide d'un rapport distinctif, 3:8. Malgré les moyens limités de son époque, Pythia parvient à calculer la latitude du cercle arctique avec une erreur minime, attestant de ses compétences exceptionnelles en navigation. En confirmant la forme sphérique de la Terre, Pythia renforce les théories de ses prédécesseurs, offrant une perspective renouvelée sur notre monde. Dans son voyage vers le nord, Pythia atteint un lieu où les éléments se confondent. Il décrit un mélange mystique d'air, de terre et de mer, une combinaison qui rend toute progression impossible, symbolisant la limite ultime de la navigabilité. Grâce à ses observations minutieuses, Pythia calcule l'obliquité de la Terre, évaluant ainsi l'inclinaison de son axe par rapport à l'écliptique. Les écrits de Pythia ont été une source d'inspiration et une référence inestimable pour les géographes grecs et romains. Grâce à lui, ils ont pu dessiner les contours de l'extrême nord, élargissant ainsi les frontières de leur monde connu. Sa contribution à la géographie, à la navigation et à la science en général reste inestimable. Les énigmes hyperboréennes, entre philosophie, mysticisme et magie. Le nom de Thulé évoque une multitude de connotations mystiques. Pour certains, Thulé renvoie à Télé, signifiant loin, ou à Tual, le nord en langue celte. Pour d'autres, cela rappelle Tolos ou Tolo, le brouillard en grec, ou même Tula, la balance en sanskrit. Dans la tradition ésotérique, Thulé représente la terre lointaine, l'île lumineuse, le sanctuaire secret du monde. Semblable à l'éclat de l'étoile polaire, Thulé brille directement sous le pôle céleste. Tout comme Jérusalem est le point focal du judéo-christianisme, ou la Kaaba pour l'islam, Thulé détient un statut sacré pour les hyperboréens. Le mélange des mythes de Thulé avec d'autres territoires légendaires trouve ses racines principalement dans les écrits d'Olof Rudbeck, une figure emblématique suédoise du XVIIIe siècle. En tant que savant, patriote et linguiste parfois extravagant, Rudbeck a consacré 3000 pages à une œuvre magistrale intitulée Atlantica. Cet ouvrage a connu une renommée immense et a inspiré de nombreux écrits ultérieurs. Pourtant, pour des penseurs comme Diderot, c'était la preuve de la tromperie des mythes. Dans Atlantica, Rudbeck soutenait audacieusement que la Suède était en réalité l'Atlantide perdue et que le suédois était la première langue parlée par l'humanité. Animé d'une ferveur nationale, Rudbeck a tissé un réseau complexe de correspondances mythiques. Il a rapproché la Suède, l'Atlantide, l'Hyperborée et Thulé, entrelaçant les légendes des Atlantes, une civilisation prospère avant sa chute avec celle des Hyperboréens, qui, malgré leur position extrême au nord, vivaient en harmonie avec la nature et jouissaient d'une relation privilégiée avec les divinités. La vision de la Suède, symbolisée par les noms de Thulé et de l'Atlantide, a engendré une descendance littéraire riche, dans laquelle se mêlent des idées de peuples idéalisés, de civilisations technologiquement avancées et de liens privilégiés avec le divin. Curieusement, cette image s'est éloignée de la figure historique de Pythia et de ses antécédents classiques. Rudbeck, avec son interprétation, a jeté les bases d'une relecture audacieuse de l'histoire, suggérant l'existence d'une ère avant les Hébreux, les Égyptiens et les Grecs, retracée à travers l'entrecroisement de mythes de différentes régions. Parallèlement, il a conceptualisé l'unité de la race humaine sous un angle différent du contexte purement religieux. Pour lui, cette unité prenait sa source dans une patrie ancestrale commune, l'Atlantide Thulé, transformant ainsi notre conception du passé. La terre originelle n'était plus seulement le berceau de l'humanité, mais plutôt le centre d'une ancienne civilisation avancée. Bien que le chercheur suédois ait principalement cherché à magnifier les anciennes origines de la Suède, ceux qui l'ont suivi ont interprété son travail d'une manière qu'ils n'auraient peut-être jamais imaginée. Parmi eux, l'Allemand Georg Stach,
qui, dans son ouvrage « L'Atlantide, patrie primitive des Ariens », paru en 1922, ainsi que des ufologues, des pseudo-scientifiques, et des figures énigmatiques de l'occulte telles qu'Antoine Fabre d'Olivet et Delisle de Sales qui dans son travail « Histoire du monde primitif ou des Atlantes », publié en 1780, ont donné une nouvelle vie à cette équivalence entre la Suède, l'Atlantide, l'Hyperborée et Thulé. Dans ces nouvelles interprétations, les Atlantes sont parfois dépeints comme une civilisation avancée dont le précieux héritage antique aurait été préservé et transmis au fil des siècles par des sociétés secrètes. D'autres fois, ils sont imaginés comme des êtres venus d'ailleurs, des extraterrestres ayant joué un rôle crucial dans le destin de l'humanité dès ses premiers jours. À l'ombre de l'œuvre de Rudbeck, une foule d'occultistes et de théosophes ont vu une opportunité de réinterpréter et de revitaliser un passé idéalisé, évoquant une époque dorée où l'humanité vivait en harmonie parfaite. Ces figures, souvent en réaction contre le matérialisme grandissant et le positivisme de leur temps, aspiraient à une renaissance spirituelle. Leur désir n'était pas seulement de retrouver une période mythique révolue, mais aussi de contrer les dogmes contemporains par une quête profonde de spiritualité. Ces penseurs se sont efforcés de réintroduire le sacré dans un monde qu'ils considéraient comme de plus en plus sécularisé. Pour eux, il était vital de dépasser les schismes religieux existants et de rechercher une vérité unifiée, une philosophie ésotérique transcendantale qui, plutôt que de diviser, rassemblerait. Dans cette quête, ils visaient à dénuder chaque religion de ses artifices humains et culturels, pour révéler un noyau de vérité universelle. En plongeant au cœur de chaque croyance, ils espéraient découvrir un fil commun, une essence partagée qui montrerait que, malgré leurs différences apparentes, toutes les religions puisaient à la même source sacrée. Elena Petrovna Blavatsky, figure emblématique du mouvement théosophique, a osé défier la compréhension conventionnelle de l'histoire humaine avec ses écrits ésotériques. Dans « La doctrine secrète », publiée en 1888, elle a présenté une vision radicalement différente de l'évolution de l'humanité, se basant sur des sources ésotériques et des traditions anciennes, plutôt que sur des preuves archéologiques ou anthropologiques conventionnelles. Selon Blavatsky, l'histoire de l'humanité est marquée par la succession de cette race racine, chacune ayant son propre lieu d'origine et son propre parcours évolutif. Ces races racines ne sont pas simplement des groupes biologiques, mais plutôt des étapes spirituelles et physiques dans l'évolution de la conscience humaine. Les Hyperboréens, d'après Blavatsky, formaient la deuxième de ces races racines. Contrairement à l'image traditionnelle des Hyperboréens comme habitants d'une région lointaine au nord, Blavatsky les décrit comme une race ancienne vivant sur un continent disparu, qui existait bien avant les civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Ces êtres, dotés d'une conscience et d'une spiritualité différentes, auraient précédé les Lémuriens et les Atlantes, d'autres races racines mentionnées dans ses écrits. Citons un passage de « La doctrine secrète » de Blavatsky qui parle des Hyperboréens. On propose donc de donner au premier continent, ou plutôt à la première terre ferme sur laquelle la première race fut évoluée par les divins progéniteurs, le nom de « terre sacrée impérissable ». C'est le berceau du premier homme. Le continent hyperboré. Tel sera le nom choisi pour le second continent, la Terre qui étendait ses promontoires au sud et à l'ouest du pôle Nord, pour recevoir la seconde race qui englobait tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Nord. C'est le nom que les plus anciens Grecs donnaient à cette région lointaine et mystérieuse, où, suivant leur tradition, Apollon l'hyperboréen se rendait tous les ans. Astronomiquement, Apollon est, cela va sans dire, le soleil qui, abandonnant ses sanctuaires hellènes, se plaisait à visiter annuellement son lointain pays, où l'on dit que le soleil ne se couche jamais pendant la moitié de l'année. C'était un continent réel, une terre bona fide de bonne foi, honnête, qui ne connaissait pas l'hiver à cette époque primitive. Le point capital pour nous ne réside pas dans l'accord ou le désaccord des naturalistes au sujet de la durée des périodes géologiques, mais dans le fait qu'ils sont, par extraordinaire, en parfait accord sur un point qui est de très grande importance. Ils déclarent tous que, durant le Miocène, que ce soit il y a 1 million ou 10 millions d'années, le Groenland et même le Spitzberg, c'est-à-dire ce qui reste de notre second continent ou continent hyperboréen, jouissait d'un climat presque tropical. Or, les Grecs préhomériques avaient conservé la tradition très vivace de cette « terre du soleil éternel » où leur Apollon se rendait annuellement. Une question bien naturelle surgit alors.
Si les Grecs de l'époque d'Homère avaient connaissance d'une contrée hyperboréenne, autrement dit d'une terre bénie hors de l'atteinte de Borée, le dieu de l'hiver et de l'ouragan, région idéale que les Grecs des générations suivantes et leurs écrivains ont vainement essayé de localiser au-delà de la Scythie, contrée où les nuits étaient courtes et les journées longues, et au-delà de laquelle se trouvait un pays où le soleil ne se couchait jamais et où le palmier croissait librement, s'ils savaient cela, dis-je, qui donc le leur avait dit ? À leur époque et bien des siècles auparavant, le Groenland devait certainement être déjà couvert de neige et de glaces éternelles comme il l'est maintenant. Tout temps a prouvé que la contrée aux nuits courtes et aux longues journées était la Norvège ou Scandinavie, au-delà de laquelle se trouvait le pays béni de la lumière et de l'été perpétuel. Pour que les Grecs aient su cela, il faut que la tradition leur ait été transmise par un peuple plus ancien qu'eux, qui connaissait ces détails climatériques, dont les Grecs eux-mêmes ne pouvaient rien savoir. L'influence de Blavatsky sur l'ésotérisme et l'occultisme a été profonde. Bien que ces idées aient été largement critiquées par les scientifiques et les universitaires de son époque, elles ont trouvé un écho chez de nombreux chercheurs spirituels, qui ont vu une alternative à la vision matérialiste de l'histoire humaine. Aujourd'hui encore, ces écrits continuent d'inspirer et de fasciner, offrant une perspective différente sur les origines et le destin de l'humanité. René Guénon, érudit et métaphysicien français, a laissé une empreinte indélébile dans le domaine de l'ésotérisme et de la métaphysique traditionnelle. Dans son ouvrage intitulé « Le roi du monde », Guénon a abordé la notion de Thulé non seulement comme une terre géographique, mais surtout comme un symbole ésotérique, en y associant l'idée d'un centre spirituel universel. La conception de Guénon était empreinte d'une dimension universelle, cherchant à établir des parallèles entre différentes traditions spirituelles. Son interprétation de Thulé comme le centre incarnant Manu, le principe ordonnateur du monde, est intéressante. Dans la tradition hindoue, Manu est le premier homme, le législateur, un archétype semblable à d'autres figures législatrices présentes dans de nombreuses mythologies. L'étymologie joue un rôle central dans l'approche de Guénon. Il invoque le sanskrit pour établir un lien entre Thulé et Tula, signifiant balance en sanskrit. Ce lien avec le signe zodiacal de la balance est renforcé par une tradition chinoise qui voit la balance céleste comme le point stabilisateur du monde, et comme un symbole de justice. Mais, Guénon va plus loin, établissant par jeu d'assonance des connexions entre cette Thulé et la Tula de la tradition précolombienne, en faisant référence au site mexicain de Tulum. Il évoque également Aztlán, l'île mythique d'où, selon la légende, les Aztèques seraient originaires. Pour Guénon, cette île entourée d'eau pourrait être assimilée à l'Atlantide, du moins dans une perspective symbolique et ésotérique. En combinant ces traditions et étymologies disparates, Guénon a cherché à illustrer une vérité universelle, transcendante et primordiale. Pour lui, derrière les mythes et les symboles de différentes cultures se cache une sagesse universelle, un fil d'or, qui traverse les âges et les civilisations. Cette vision a fait de lui l'une des figures les plus influentes de l'ésotérisme au XXe siècle, et ses idées continuent de résonner aujourd'hui chez ceux qui recherchent une compréhension plus profonde des mystères du monde. L'Hyperborée, cette terre mystique située au-delà des vents du Nord, est profondément ancrée dans les traditions ésotériques et fait l'objet de nombreuses spéculations et interprétations. Conformément à ces doctrines, c'est une terre baignée d'une lumière dorée permanente, où le soleil ne se couche jamais. Une terre dans laquelle les êtres vivent dans un état de perfection et d'harmonie, autant avec eux-mêmes qu'avec le cosmos. Les Hyperboréens, selon la tradition, possédaient un savoir ancien et sacré, étaient dotés d'une longévité exceptionnelle et vivaient en harmonie avec les forces de la nature. Cette image idyllique est en réalité une représentation symbolique de l'âge d'or de l'humanité, un temps où l'homme vivait en accord avec les lois cosmiques, sans les fardeaux de la souffrance, du conflit ou de la mortalité. Pour de nombreux chercheurs ésotériques, l'histoire d'Hyperborée est une métaphore de la chute spirituelle de l'humanité, un récit semblable à celui du Jardin d'Éden dans la tradition judéo-chrétienne. Selon ce récit, les Hyperboréens, après avoir transgressé certaines lois sacrées, ont été forcés de quitter leur paradis et de s'aventurer dans des terres moins clémentes, où ils ont fondé de nouvelles civilisations, marquant ainsi la fin de cet âge d'or et le début d'une période d'exil spirituel. Cet exil, cependant, n'est pas définitif.
La promesse d'un retour à cette terre sacrée et à cet état de conscience supérieure est un thème récurrent dans de nombreuses traditions spirituelles. Certains croient que l'humanité, après avoir traversé des cycles d'obscurité, retrouvera un jour le chemin de retour vers l'Hyperborée, ou ce qu'elle symbolise, un état de conscience élevé, d'harmonie et d'unité. Qu'il s'agisse d'une réalité géographique, d'une métaphore spirituelle ou d'une combinaison des deux, le mythe d'Hyperborée nous rappelle la quête éternelle de l'humanité pour la perfection, la connaissance et la réintégration avec le divin. Une quête qui, malgré les défis et les épreuves, continue d'illuminer le chemin de ceux qui cherchent à comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. L'Hyperborée dans l'ésotérisme politique. Les nazis et la quête d'Hyperborée. L'ésotérisme nazi est un courant qui a intégré des éléments du mysticisme, de la théosophie, de l'occultisme et de la symbolique païenne au sein de l'idéologie du Parti national-socialiste. Une partie de cet ésotérisme a été influencée par le mythe d'Hyperborée. Cette terre lointaine et mystique, censée être le berceau des Aryens, a joué un rôle dans la quête de légitimité et de supériorité raciale prônée par les nazis. Et Adolf Hitler en tout cela ? Selon certaines théories, Hitler aurait été une simple marionnette entre les mains d'une confrérie occulte. Imaginons un moment qu'il ne soit qu'un pantin, les ficelles de son destin tirées par des maîtres occultes, ayant inspiré les mots de Mein Kampf et orchestré la conception de la SS, le berceau de leur vision de « l'homme nouveau ». Une telle hypothèse peut sembler farfelue, voire risible. Cependant, en 1960, dans un ouvrage intitulé Le Matin des magiciens, le journaliste Louis Pauwels et le chimiste Jacques Bergier présentent cette théorie. Cet ouvrage, décrit comme une plongée dans le réalisme fantastique, explore les arcanes cachés de l'histoire, depuis les traces de civilisations venues d'ailleurs, jusqu'aux énigmes du manuscrit de la mer morte, en passant par les capacités de télépathie, plus étonnamment, le nazisme. Selon eux, une société secrète contrôlait les agissements du Troisième Reich, cherchant à régner en maître sur le globe et à refaçonner le cours de l'humanité. Bien que l'ouvrage foisonne de spéculations et que sa précision historique puisse être mise en question, il a néanmoins jeté dans l'imaginaire collectif l'idée des origines mystiques du nazisme. L'existence de cette société secrète n'est pas d'une pure invention. Pauwels et Bergier évoquent la Société de Thulé, une organisation qui vit le jour à Munich vers 1919, la même où les graines du nazisme furent plantées. La notion de Thulé, empreinte de mystère et de légende, a été profondément ancrée dans l'imaginaire des peuples germaniques. Cette terre mythique, évoquée dès l'Antiquité, est souvent associée aux confins du monde, à un lieu lointain situé au nord. Mais, son écho résonne avec une intensité particulière dans la culture allemande, surtout à l'aube du XXe siècle. Au XVIIIe siècle, l'évocation de Thulé renaît sous la plume d'éminents écrivains, dont Goethe, qui y voit un symbole de beauté mystique et d'aspiration spirituelle. Mais, c'est au tournant du XXe siècle que Thulé prend une connotation nettement plus sombre, lorsque des groupes nationalistes allemands s'emparent du mythe. En effet, la mouvance völkisch, avec ses idées de pangermanisme, son racisme virulent, son antisémitisme et son admiration pour une mythologie germanique antique, embrasse avec ferveur l'idée de Thulé. Pour ces groupes, Thulé devient l'équivalent d'une Atlantide septentrionale, la patrie d'une race supérieure dont les Aryens seraient les dignes descendants. Cette idéologie puise ses racines dans une quête de pureté raciale et d'identité nationale. L'un des groupes les plus influents de cette mouvance était le Germanenorden, qui avait plusieurs sections à travers l'Allemagne. En 1918, une de ces sections voit le jour à Munich, sous l'impulsion de Rudolf Gaue, plus connu sous son pseudonyme, Rudolf von Sebottendorf. Cet homme, au parcours aussi complexe qu'énigmatique, nomme sa faction la « Société de Thulé », renforçant ainsi le lien entre les aspirations nationalistes de son groupe et la légende d'une origine supérieure germanique. À travers cette appropriation, Thulé devient plus qu'un simple mythe. Elle symbolise la quête d'une identité, d'une supériorité et d'une destinée nationale pour l'Allemagne. Mais, cette idéologie, teintée d'occultisme, sera également le terreau sur lequel germeront certaines des idées les plus sombres du XXe siècle. L'histoire est souvent parsemée de mythes et de légendes qui, au fil du temps, s'intensifient, se transforment ou se mélangent à la réalité.
La société de Thulé, malgré le voile d'occultisme qui semble l'entourer, en est un parfait exemple. Si les échos de ces prétendues activités mystiques ont parcouru les décennies, en réalité, cette organisation était beaucoup plus pragmatique dans ses ambitions. Sise dans un hôtel luxueux de Munich, la société de Thulé était moins un cercle d'occultistes éclairés qu'un rassemblement de militants nationalistes fortement ancrés à l'extrême droite. Ses membres, évalués à environ 200 individus, avaient une vision bien claire de leurs adversaires. Leurs préoccupations étaient davantage tournées vers la politique active, en particulier la lutte acharnée contre les communistes, qui étaient désignés sous le terme péjoratif de « rouge ». Les rumeurs évoquant leur prétendue cession de rituels ésotériques étaient, pour la plupart, grandement exagérées. Selon l'historien Stéphane François, spécialiste des mouvements ésotériques et de l'extrême droite, le portrait réel de la société de Thulé était bien loin de l'image de sorciers manipulant le destin de l'Allemagne depuis l'ombre. Dans son ouvrage « Les mystères du nazisme », aux sources d'un fantasme contemporain, il démystifie nombre de ces légendes, rappelant l'importance de distinguer le mythe de la réalité historique. Bien que Thulé ait joué avec certains symboles et mythologies pour renforcer son identité et attirer des partisans, ses activités concrètes étaient essentiellement politiques et idéologiques, et non pas magiques ou occultes. La fin de la Première Guerre mondiale avait engendré en Allemagne une période de troubles politiques et sociaux, une époque où la nation cherchait désespérément à redéfinir son identité et son avenir. C'est dans ce contexte tumultueux que la société de Thulé a vu le jour. Mais, comme beaucoup d'autres organisations éphémères de l'époque, elle n'était pas destinée à perdurer. Au fur et à mesure que les années 1920 progressaient, l'aura mystique de la société de Thulé commença à s'estomper. Ses membres étaient certes passionnés et déterminés, mais la complexité croissante du paysage politique allemand mit à rude épreuve leur cohésion. De plus, d'autres mouvements nationalistes et groupes d'extrême droite commencèrent à émerger avec des bases de soutien beaucoup plus larges et des agendas plus explicitement définis. La montée du Parti national-socialiste, ou Parti nazi, a finalement scellé le destin de la société de Thulé. Beaucoup de ces idées et symboles furent récupérés par le Parti nazi, qui les intégra dans sa propre idéologie. La SS et d'autres factions du parti adoptèrent même certaines des iconographies associées à Thulé. Mais, alors que le nazisme prenait de l'ampleur, la société de Thulé perdait en pertinence. Au final, malgré son impact initial et sa contribution à l'imaginaire nationaliste de l'époque, la société de Thulé s'est effondrée sous le poids de ses propres ambitions et de la réalité politique changeante de l'Allemagne. Elle est devenue une note de bas de page, un chapitre obscur dans le vaste récit de l'histoire allemande. Mais, son héritage, mêlé de mythes et de réalité, a continué d'intriguer et de fasciner. Ainsi, les nazis, en particulier Heinrich Himmler, étaient fascinés par l'idée que les Aryens, considérés comme la race supérieure, étaient originaires d'Hyperborée. Cette croyance s'est traduite par une série d'expéditions et de recherches archéologiques visant à prouver l'existence historique de cette civilisation perdue et sa connexion avec le peuple allemand. L'Ahnenerbe, une organisation fondée par Himmler, a mené de nombreuses expéditions à travers le monde, notamment au Tibet, en quête d'indices sur les origines aryennes. Bien que le Tibet soit géographiquement éloigné d'Hyperborée, l'idée était que des traces de cette race, pure, pourraient être découvertes dans des régions reculées, liant ainsi l'ésotérisme à la politique. La géographie mythique et le symbolisme ancien ont contribué à l'image du nazisme qui a compromis à jamais la croix gammée, appelée également la swastika. La swastika est un symbole ancien, remontant à des milliers d'années et trouvé dans de nombreuses cultures à travers le monde, particulièrement en Inde, en Asie et en Europe. Sa signification originelle était généralement associée à la chance, la prospérité ou le cycle de la vie. Cependant, au tournant du XXe siècle, avec l'émergence de mouvements nationalistes et occultistes en Europe, ce symbole ancien a été recontextualisé pour s'adapter à une nouvelle vision du monde. La géographie de l'Hyperborée est principalement établie sur des mythes et des spéculations. Cependant, certains auteurs anciens ont évoqué la présence de 4 fleuves majestueux qui coulent librement à travers ce territoire idyllique. Ces fleuves symboliseraient la régénération, la fertilité, la vie éternelle et l'abondance. Mais, quel est le lien avec la swastika ?
avec ses bras tournant soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, est souvent perçu comme un symbole de rotation ou de mouvement cyclique. Ce mouvement rappelle le cycle éternel du jour et de la nuit ou des saisons, est un phénomène qui pourrait être associé à l'hyperborée où le soleil ne se couche jamais. Les 4 bras de la svastika peuvent être interprétés comme représentant les 4 fleuves mythiques de l'hyperborée. Chaque bras serait donc le reflet d'un de ces fleuves, renforçant l'idée d'une terre d'abondance et de régénération. En somme, bien que la svastika et l'hyperborée aient des origines distinctes dans l'histoire et la mythologie, leur association est le fruit d'une réinterprétation et d'une fusion de différents symboles et mythes dans le cadre de quêtes identitaires et spirituelles au cours des siècles. L'ésotérisme russe et l'hyperborée. L'hyperborée a également captivé l'imagination de certains cercles ésotériques en Russie. Le pays, avec ses vastes étendues sibériennes, semblait être un lieu probable pour la localisation de cette terre mythique. On voit facilement comment l'idée d'un pays perdu ou d'une civilisation ancienne pourrait s'enraciner. La littérature folklorique russe contient des allusions à des terres lointaines et des royaumes mystiques, et il est possible que certains de ces mythes aient été influencés par des récits d'hyperborée. Au début du XXe siècle, il y a eu un renouveau de l'intérêt pour le paganisme slave en Russie. Les cercles ésotériques ont exploré l'idée que les Slaves, tout comme les Aryens pour les nazis, pourraient retracer leurs origines à Hyperborée. Pour certains mystiques russes, Hyperborée représentait une utopie, une civilisation dans laquelle la sagesse, la spiritualité et la paix régnaient, contrastant fortement avec la réalité tumultueuse de la Russie du début du XXe siècle. Des auteurs et philosophes tels que Nikolai Roerich ont exploré l'idée d'anciennes civilisations perdues dans le nord de la Russie. Bien que Roerich se soit davantage concentré sur le Shambhala que sur l'hyperborée, ses idées sur une spiritualité cachée dans le Nord ont probablement influencé la perception russe de l'hyperborée. Toujours à cette époque, l'idée d'une ancienne civilisation aryenne ou hyperboréenne a été reprise par certains groupes nationalistes russes. Ils ont vu dans l'hyperborée la preuve d'une race supérieure ou d'une civilisation ancienne à laquelle les Slaves, et en particulier les Russes, pourraient être reliés. Outre l'ésotérisme, l'hyperborée a trouvé sa place dans la littérature russe. Des auteurs contemporains, attirés par le mystique et l'ancien, ont incorporé le mythe dans leurs œuvres, que ce soit comme métaphore ou comme cadre réel pour leurs récits. Même à l'époque soviétique, le mythe d'Hyperborée a survécu dans certaines franges de la société, bien que de manière plus discrète en raison de l'athéisme d'État. En conclusion, l'Hyperborée, comme concept ésotérique, a traversé les frontières et les idéologies, influençant les visions du monde de divers groupes politiques et spirituels. La manière dont ce mythe a été interprété et utilisé à des fins politiques varie. Pourtant, bien sûr, il a eu un impact sur l'histoire moderne de manière inattendue. À la recherche d'Hyperborée, les forêts fossilisées de l'Antarctique. La quête pour comprendre l'ancien mythe de l'Hyperborée a souvent été reléguée au domaine de la légende et de l'ésotérisme. Cependant, de récentes découvertes scientifiques en Antarctique pourraient offrir de nouveaux indices sur l'existence de cette terre perdue. L'article de National Geographic sur la découverte de 5 nouvelles forêts fossilisées suggère que l'Antarctique n'était pas toujours le désert gelé que nous connaissons aujourd'hui. Avant de plonger dans les détails des forêts fossilisées, il est essentiel de comprendre le contexte géologique et climatique de l'Antarctique. Un bref aperçu de l'histoire de l'Antarctique, de son climat et de son rôle dans la géologie mondiale donnera une meilleure compréhension des implications de cette découverte. Autrefois, il y a des centaines de millions d'années, l'Antarctique se parait d'une luxuriante couverture végétale. Aujourd'hui, les chercheurs s'efforcent de démêler les raisons qui ont marqué la clôture de l'ère permienne. Le Permien est une période géologique qui a eu lieu il y a environ 299 à 252 millions d'années avant notre ère. Cette époque est notamment marquée par la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre, où presque 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu. Cette extinction massive a laissé place à l'ère suivante, le Trias, qui a vu l'émergence des premiers dinosaures.
Les raisons exactes de cette extinction sont toujours débattues, mais des théories suggèrent des éruptions volcaniques massives, des changements climatiques drastiques ou encore l'impact d'un astéroïde. Et, pourtant, derrière ce tableau d'apparente stérilité et de froideur implacable, l'Antarctique recèle des trésors d'histoire et des mystères encore non élucidés. Si l'on pouvait voyager dans le temps, il y a des centaines de millions d'années en arrière, ce paysage inhospitalier aurait offert un tout autre spectacle, une terre verdoyante, où la flore prospérait, évoquant des scènes dignes des forêts tropicales d'aujourd'hui. Mais, comment est-il possible que ce continent, désormais prisonnier de la glace et du froid, ait pu un jour abriter des forêts luxuriantes? La réponse se trouve enfouie profondément sous la couche de glace, où des fossiles et des preuves géologiques racontent l'épopée d'une époque où le climat de l'Antarctique était radicalement différent. Ainsi, quand des chercheurs ont récemment découvert 5 nouvelles forêts fossilisées en Antarctique, ce fut une révélation majeure. Ces découvertes ajoutent une nouvelle dimension à notre compréhension de l'histoire climatique de la Terre. Elles témoignent d'un passé lointain, où des arbres et des plantes prospéraient à un endroit, aujourd'hui, rien ne pousse. Les preuves de cette époque lointaine, connue sous le nom de Permien, sont préservées dans les roches et les sédiments du continent. L'Antarctique, malgré sa façade austère et glaciale, est un livre ouvert sur le passé de notre planète, offrant des indices précieux sur les cycles climatiques, les mouvements tectoniques et les événements d'extinction. L'image d'une Antarctique verdoyante, avec ses forêts et sa faune diversifiée, contraste fortement avec la vision que nous avons aujourd'hui de ce désert de glace. Au cœur de notre préhistoire, le Gondwana était un supercontinent, véritable géant géographique qui unissait ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Cette immense étendue terrestre englobait divers climats, allant des tropiques aux régions polaires. À l'époque du Gondwana, l'Antarctique n'était pas le désert de glace que nous connaissons aujourd'hui. Il était positionné plus au nord, bénéficiant d'un climat plus tempéré, et donc plus propice à la vie. Les forêts denses couvraient une grande partie du continent, abritant une variété d'espèces végétales. Ces plantes rustiques, adaptées aux variations climatiques, étaient les pionnières de la flore terrestre, jetant les bases des écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. Les fouilles paléobotaniques ont révélé la présence de nombreuses plantes fossiles, notamment des fougères, des gymnospermes et des premières plantes à fleurs. Ces découvertes démontrent la richesse de la biodiversité qui existait à l'époque sur ce supercontinent. De plus, les sols humides et fertiles du Gondwana étaient propices à la croissance de ces plantes, avec des zones marécageuses qui abritaient une faune aquatique diversifiée. La dérive des continents, qui a commencé au Jurassique, a entraîné la fragmentation du Gondwana. Progressivement, les morceaux de ce supercontinent se sont détachés, évoluant séparément et formant les continents et les océans que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, l'héritage du Gondwana perdure. Les découvertes récentes de forêts fossilisées en Antarctique sont un témoignage silencieux de cette période florissante. Au cœur de la période permienne, la Terre était un tableau vivant d'étrangeté botanique. Il y a environ 299 à 252 millions d'années, avant l'émergence des dinosaures et bien avant que les premières fleurs ne commencent à orner notre planète, le paysage végétal était dominé par des formes de vie que nous, avec notre connaissance actuelle, pourrions trouver totalement aliénantes. Le Permien était une époque de transition et d'expérimentation dans le monde végétal. C'était l'âge des arbres primitifs qui fusionnaient les caractéristiques des fougères et des conifères. Leurs troncs n'étaient pas aussi solides que ceux des arbres modernes, mais ils étaient soutenus par des structures fibreuses robustes. Leur apparence générale évoquait celle des fougères arborescentes, mais avec une complexité supplémentaire dans leur architecture. Les forêts de cette période étaient peuplées de plantes connues sous le nom d'arbres à échelle. Ces géants pouvaient atteindre des hauteurs de plus de 30 mètres. Leurs troncs étaient ornés de motifs en spirale distinctifs, laissant peu de doute sur leur identité lorsqu'ils étaient découverts sous forme fossile. Leur feuillage, ressemblant à de grandes fougères, couronnait leur sommet. Il y avait aussi des plantes arbustives avec des feuilles allongées et larges. Cette plante est particulièrement intéressante pour les scientifiques, car elle est considérée comme une preuve directe de l'existence du supercontinent Gondwana.
Les fossiles de ces plantes ont été retrouvés sur plusieurs continents de l'hémisphère sud, indiquant qu'ils étaient autrefois connectés. Mais, ce qui rend ces plantes encore plus fascinantes, c'est leur capacité à survivre dans des conditions difficiles. À cette époque, la Terre connaissait des changements climatiques drastiques, passant de conditions glaciales à des périodes de chaleur intense. Ces variations climatiques ont façonné l'évolution des plantes, les conduisant à développer des stratégies de survie uniques. Cependant, malgré leur apparence exotique et leur habileté à résister aux défis environnementaux, ces plantes du Permien n'ont pas réussi à surmonter la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre, qui s'est produite à la fin de cette période. La découverte de forêts fossilisées en Antarctique, une région qui, de nos jours, semble si inhospitalière, éveille la curiosité et incite à la réflexion. L'Antarctique, aujourd'hui couvert de glace et balayé par des vents cinglants, abritait autrefois une flore luxuriante pendant le Permien. Cette révélation nous rappelle que la Terre est constamment en évolution, avec des continents qui dérivent, des climats qui changent et des écosystèmes qui se transforment. L'existence de ces forêts luxuriantes dans un endroit aujourd'hui si désolé nous amène naturellement à penser à d'autres mythes et légendes qui parlent de terres perdues ou cachées. Parmi ceux-ci, l'histoire d'Hyperborée se distingue. L'Hyperborée, dans la mythologie, est décrite comme une terre au-delà des vents du Nord, un endroit où le soleil ne se couche jamais, où les habitants vivent dans la paix et la prospérité. Bien que souvent considéré comme un lieu mythique, certaines théories ésotériques ont suggéré que l'Hyperborée pourrait avoir été une réalité, un endroit quelque part dans le Grand Nord ou peut-être même en Antarctique, caché des yeux du monde moderne. Si l'on considère la découverte de forêts fossilisées en Antarctique, l'idée d'une terre ancienne et verdoyante n'est plus si fantastique. Probablement que, tout comme ces forêts, il y avait autrefois une région prospère, aujourd'hui perdue dans les profondeurs du temps, qui aurait pu servir de base à la légende d'Hyperborée. Les changements climatiques, la dérive des continents et les fluctuations de la croûte terrestre ont le pouvoir de transformer des paradis en déserts glacés et vice-versa. Alors que nous déchiffrons les énigmes du passé de la Terre, l'histoire d'Hyperborée devient moins une fable et plus un rappel que notre planète a vu des civilisations et des écosystèmes s'élever, prospérer, puis disparaître. La convergence des découvertes scientifiques avec les récits anciens, comme celui d'Hyperborée, nous rappelle l'importance de continuer à explorer, à poser des questions et à chercher des connexions. Même si l'Hyperborée reste une légende, les leçons que nous tirons de ces récits et de ces découvertes peuvent nous aider à mieux comprendre notre propre place dans l'histoire de la Terre et à envisager les possibilités infinies de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Au-delà des horizons connus. En parcourant ensemble ces paysages mystérieux, des profondeurs glacées de l'Antarctique aux mythes anciens d'Hyperborée, nous avons tracé un chemin à travers les énigmes du temps. Chaque page tournée, chaque chapitre parcouru, révèle un fragment de notre passé, de notre identité. L'histoire est un vaste océan, et nous n'avons fait qu'effleurer sa surface. Mais, à mesure que cette aventure se termine, une autre attend déjà à l'horizon. Puisque le monde regorge d'histoires encore inexplorées, d'énigmes non résolues et de secrets bien gardés. Chaque coin reculé de notre planète, chaque civilisation oubliée, chaque légende murmure des récits qui ne demandent qu'à être dévoilés. Je vous invite donc à me rejoindre dans ce voyage continu. Bien que notre exploration d'Hyperborée et de l'Antarctique touche à sa fin, de nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Des forêts denses de l'Amazonie aux ruines cachées sous les sables du Sahara, des profondeurs insondables des océans au sommet enneigé de l'Himalaya, notre quête de connaissances ne fait que commencer. Chers amis, passionnés d'histoire et d'aventure, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle épopée, une autre plongée dans le vaste et fascinant monde qui nous entoure. À très bientôt pour de nouvelles aventures, là où le passé rencontre le présent et où le mystère rencontre la découverte. Restez curieux, restez passionnés, et je vous promets, l'extraordinaire nous attend à chaque tournant. À très bientôt. Bye, bye.